Et bienvenue de nouveau dans la salle plénière de Paris Retail Week pour cette table ronde dédiée au SIAL 2024. Le SIAL, plus grand salon mondial dédié à l'agroalimentaire qui rassemble tous les acteurs internationaux autour des enjeux clés tels que la supply chain, la RSE, la data, la deep tech. Nous allons voir tout cela. La donnée produit, vecteur de transformation, d'innovation et de collaboration entre acteurs de la filière alimentaire. L'information produit est cruciale. Les consommateurs exigent de plus en plus de transparence. Les réglementations donc deviennent de plus en plus strictes en matière d'affichage environnemental avec EcoScore, nutritionnel avec Nutri-Score V2 et traçabilité des produits et des ingrédients avec Origin Score. Donc comment les distributeurs et les fabricants de l'agroalimentaire peuvent-ils collaborer efficacement ensemble pour accélérer la transparence des données produits et adopter des modèles plus durables? Durant cette table ronde, nous allons accueillir François Deprez, Managing Partner chez Sprint Project, qui animera cette table ronde. Et puis nous aurons la présence de la directrice SIAL Paris, Audrey Ashworth, Ludovic Denis, directeur conformité L-Commerce, société de l'enseigne Leclerc. Nous aurons le futur président de l'ILEC, Nicolas Facon, le CEO et fondateur de la start-up Wiser, Sébastien Garcin, et Cédric Lecollet, directeur commercial et filière GS1 France. Alors, une très belle table, et je vous invite tout de suite à accueillir très chaleureusement François Deprez, Audrey Ashworth, Ludovic Denis, Nicolas Facon et Sébastien Garcin et Cédric Lecollet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui, d'animer cette table ronde avec un parterre de gens que je connais bien et que j'aime beaucoup. L'objectif aujourd'hui, en fait, on avait l'initiative et Audrey en reparlera. C'est voilà, les cousins que sont Paris Retail Week et le SIAL. Ont eu comme idée, d'une certaine manière, d'annoncer ce très très gros événement qui est le SIAL, qui aura lieu dans un mois, en essayant de faire un maillon, on va dire, entre ces enjeux du retail et les enjeux de la grande consommation et de l'alimentaire en particulier. Et l'idée qui est sortie, c'est ce sujet qui est beaucoup traité, j'imagine, à Paris Retail Week, autour de la donnée, et particulièrement de la donnée produit. Une sorte d'Everest pour les acteurs, parce que de plus en plus leur en est demandé de partager cette information sur les produits alimentaires. Il y a des dimensions réglementaires, des dimensions d'attente des consommateurs. Et voilà, de plus en plus, on vend, quand on fait du e-commerce notamment, presque de l'information avant de vendre le produit lui-même. L'information produit, et particulièrement sur l'agroalimentaire, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose qui nécessite de la transformation parmi les acteurs. C'est aujourd'hui, à mon avis, pour pas mal d'entre eux, plus une contrainte qu'une opportunité, mais on va voir au cours de ce panel comment justement cette contrainte peut se transformer en opportunité et faire le lien aussi avec l'événement du SIAL dans lequel ces dimensions sont largement exposées. Donc je vais laisser Audrey nous parler du SIAL et du pourquoi on est ici finalement. Oui, bonjour à tous. Donc SIAL Paris, c'est le salon mondial de l'alimentation. Il se tient effectivement dans pile un mois. Ce sont 7500 exposants qui sont réunis sur 257 000 m², donc c'est l'équivalent de 100 hypermarchés, 285 000 participants sur les 5 jours, donc le plus gros salon en France, toute industrie confondue. Maintenant qu'on a dit ça, ce qui nous semblait très intéressant, c'est voilà, on est dans la même famille chez Comexposium, hein, le SIAL Paris appartient à Comexposium comme Paris Retail Week. Et dans quelle enseigne allons-nous tous, chaque jour, ou de moins chaque semaine? Bien sûr, ce sont les enseignes d'alimentation. Et les enjeux sont les mêmes, sont extrêmement importants. La data est partout, le consommateur a besoin d'informations, les produits, la traçabilité, on voit bien ça au SIAL, tout ce qui concerne l'information de la blockchain au process, à la supply chain, et puis bien sûr avec les enjeux RSE que nous portons, il nous semblait stratégique d'organiser cette table ronde ici, avec vous. Merci Audrey. Donc voilà, on a un panel, je pense, représentatif de tous les acteurs qui
qui sont sur cette chaîne. Je vais commencer par finalement ceux qui sont dans la chaîne les premiers concernés, les fabricants. Donc Nicolas qui est en transition, n'est-ce pas, qui était encore il y a peu de temps directeur général de Dossi, donc il connaît bien ce genre de sujet, qui a notamment participé à une initiative qui s'appelle le collectif En Vérité, travaillant sur l'affichage de l'origine des produits alimentaires, qui va prendre des fonctions comme directeur général président de l'ILEC, je crois, il faut dire. Donc Nicolas, la question, au-delà de se présenter, comment vous adressez ces enjeux, voilà, c'est quoi l'enjeu quand on est un fabricant, tu viens du monde coopératif, sur ce management de la donnée produit, quels enjeux il y a finalement à se mettre à niveau et potentiellement à utiliser ça? Pour moi, en fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'efficacité et puis de partage de l'information. D'efficacité parce qu'effectivement, avec, on va dire, la croissance exponentielle, la technologie autour de la data, de la donnée, il va y avoir des gisements d'efficacité, de productivité tout au long de la chaîne qui sont considérables et qu'on doit adresser, en fait, qu'on doit aller chercher. Je vais prendre un exemple, par exemple, c'est les retraits rappels en cas de problématique qualité. Demain, effectivement, on va pouvoir avoir un système qui sera beaucoup plus rapide tout le long de la chaîne et qui va faciliter grandement le travail des acteurs jusqu'au consommateur. Donc voilà, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et puis le deuxième, c'est celui de l'information et de son partage, en fait. On a évidemment un enjeu de fiabilité sur la donnée. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est à jour? Et est-ce qu'on peut la partager facilement? Donc là, on va avoir tout ce qui tourne autour du produit. C'est sa composition, c'est sa liste d'ingrédients, c'est ses recettes, c'est les caractéristiques techniques, c'est la partie environnementale, la partie origine. Voilà, donc il y a un champ immense, en fait, de données dont on voit bien qu'il va falloir, et la volonté, c'est de les partager le plus possible à l'ensemble des parties prenantes. Donc pour moi, c'est les deux enjeux, en fait, pour l'industrie. Ludovic, un peu le dernier maillon face aux consommateurs. La particularité d'un distributeur, c'est d'être à l'interconnexion de beaucoup de fournisseurs qui, du coup, fournissent des produits et de plus en plus, et beaucoup d'informations. Il y a cette tendance inflationniste. Pour vous, c'est quoi les enjeux quand on est un distributeur de récolter et d'utiliser cette information? Alors, les principaux enjeux aujourd'hui sont surtout la fiabilité de l'information, la quantité et aussi, on va dire à terme, la personnalisation de l'information en fonction de ce que le consommateur va demander. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même eu, ces dernières années, une inflation assez importante sur les demandes relatives aux produits. Alors, tout d'abord avec la composition des produits, de plus en plus ces dernières années avec les origines. Il y a eu beaucoup de labels qui se sont démultipliés, il y a eu les Nutri-Score, il y a eu un nombre important d'informations qui sont apparues. Et toutes ces informations, finalement, il faut les fiabiliser pour que quand on transmet une information au consommateur, comme tout ce que vous êtes, il faut qu'elle soit conforme et puis il faut qu'elle représente bien ce que le produit veut. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'aller fiabiliser l'information, de la récupérer le plus en amont possible, de collaborer avec les industriels, bien sûr, et c'est vraiment le plus important parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'informations. Un avantage malgré tout, c'est que dans l'alimentaire, on a, on va dire, un règlement qui s'appelle le règlement INCO, qui a permis quand même de standardiser un certain nombre d'éléments, ce qui est potentiellement pas vrai dans le non alimentaire. Alors effectivement, on est plutôt dans un salon ici, contrairement à celui du Ciel, dans un salon qui est très non alimentaire. Dans le non alimentaire, il y a peu de standards, mais les informations sont tout aussi importantes et les clients ont besoin d'une information précise. Alors ça peut être dans l'alimentaire pour faire une recette, ça peut être pour un produit par rapport aux allergènes. Donc tout ça, on a besoin aujourd'hui de ces informations-là et surtout d'une fiabilité. Alors j'ai demandé à Cédric de prendre la main sur ces enjeux parce que tu parlais de collaboration et de capacité à se mettre d'accord entre industriels et distributeurs. On sait que c'est pas toujours facile sur d'autres sujets, mais sur celui-là, comment collectivement les acteurs abordent ces enjeux. Peut-être présenter, expliquer ce qu'est GS1, une société qui m'est chère. N'est-ce pas. En fait, GS1, vous nous connaissez sous le nom de GenCode ou EAN. En fait, ça vient d'une idée brillante des industriels et des distributeurs d'il y a 50 ans de créer un lieu de collaboration où ils viennent développer ensemble des standards communs, notamment autour de l'identification et de la structuration de la donnée. Donc vous connaissez tous le code barre, les messages EDI, mais ça participe d'une volonté
brillante de personnes d'il y a 50 ans, déjà de réfléchir dans cette logique de langage commun. Donc GS1 a le plaisir d'être gouverné par ces entreprises qui viennent créer ces standards, notamment autour de la donnée produit dont on sent l'inflation. Donc nous, notre métier, c'est d'accueillir l'ensemble de ces acteurs, de ces écosystèmes de plus en plus larges pour venir créer ce langage commun qui leur permet à l'échelle et en automatisation informatique, on aura Sébastien qui dira quelques mots derrière, d'être capable de collecter ces données-là de plus en plus précises avec la bonne quantité, la bonne qualité. Et s'il n'y a pas de langage commun, alors on n'y arrivera pas. On a une chance, c'est qu'en effet, par la réglementation, mais surtout par le désir de ces acteurs de travailler ensemble, d'avoir déjà en France des modèles de données qu'on partage à l'échelle. Il y a plus de 6000 entreprises dans l'alimentaire aujourd'hui qui s'échangent ces modèles de données, ces espèces de fichiers Excel 2.0, qui permettent de collecter automatiquement, exactement pour de l'efficience, comme tu disais Nicolas tout à l'heure, et ça permet de structurer cette donnée et ensuite de découvrir ensuite plein d'usages. Donc GS1, c'est le lieu, c'est le lien entre tous ces acteurs pour structurer, partager cette donnée à l'échelle. Sébastien, ça serait bien que tu présentes aussi un petit peu Wiser, ce que vous faites. Donc voilà, une start-up qui s'est créée il y a quelques années, justement dans cette notion de data management et d'assistance de l'IA. Donc d'une certaine manière, on voit peut-être ça comme une solution magique qui va un peu résoudre toutes les complexités qu'on imagine, mais la réalité est tout autre. Voilà, de ton point de vue aussi, les enjeux de ce data management pour les acteurs dans une situation inflationniste de plus en plus de données qui sont réclamées. L'idée de Wiser, elle est née quand j'étais Chief Data Officer de L'Oréal, où je faisais face à un problème extrêmement trivial, mais pas trivial à régler. Le problème trivial, c'est que j'avais des bases de données produits. Il y a 90 marques de beauté chez L'Oréal. Il y avait 90 modèles de données pour décrire ces marques. Et que je me retrouvais avec des gens qui, à la main, corrigeaient des données dans des tableurs Excel. Des gens de chez L'Oréal, autant vous dire que le modèle économique n'est pas franchement là. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc très naïvement, je me suis dit, il doit y avoir moyen d'automatiser ce que ces gens font à la main. Honnêtement, il n'y a pas besoin de Bac+5 pour le faire. On doit pouvoir l'automatiser. C'était une bonne et une mauvaise idée. C'était une bonne idée parce qu'il y a besoin d'automatisation pour accélérer ces tâches triviales et l'inflation du volume de données, de la quantité des produits, de la taille des gammes et de la rotation des gammes ne rend cette automatisation véritablement de plus en plus obligatoire et incontournable. La mauvaise idée, c'est que l'IA, c'est pas magique, que l'IA, ça s'entraîne sur des gros volumes de données, et c'est là que le problème devient intéressant techniquement. C'est énormément de challenges techniques, c'est là qu'on voit que le cerveau humain est très très bien fait, parce que quand il s'agit de ranger un produit dans une catégorie, vous le faites très naturellement en quelques dixièmes de seconde. Nous, on a développé des algorithmes qui le font à votre place, sur des gros volumes de produits, mais c'est là qu'on voit que le problème n'est pas trivial, et c'est beaucoup de R&D là-dessus et beaucoup d'innovations avec toutes les innovations qui sont arrivées dans le domaine de l'IA et en particulier de l'IA générative qui nous amènent à encore plus d'efficacité dans cette automatisation. Maintenant, on va s'intéresser un peu au parcours du combattant ou aux problèmes rencontrés concrets de manière opérationnelle. Voilà, on s'imagine, ne serait-ce que sur n'importe quel pot de confiture, l'information qu'on a besoin d'avoir et de récolter sur les origines des produits, sur ces process. Demain, probablement des demandes sur l'impact carbone. Voilà, comment déjà un algorithme pour évaluer l'impact nutritionnel avec le Nutri-Score. En soi, il y a une forme de complexité, mais là, on va être sur des données qui sont des données presque dynamiques, de traçabilité. Vous pouvez avoir le même pot de confiture à 2 usines différentes. Quand on voit cette difficulté, comment on l'aborde du côté des industriels et comment on se pose ces questions et comment ça devient un sujet en interne? En fait, j'ai parlé de l'alimentaire, en fait, puisqu'on est avant le SIAL. On a une spécificité en fait, dans l'alimentaire, c'est que par définition, c'est de l'alimentation. Donc ce sont des biens de consommation qu'on ingère. Et donc le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité en fait, alimentaire. Et si on fait un petit calcul, 65 millions de Français, 3 repas par jour, on est sur 200 millions de repas quotidiens, fois 365 jours. Et là, l'objectif, c'est d'avoir 0 risque en termes de sécurité. Donc, pour arriver finalement à cette innocuité et à cette sécurité totale, on implique à la fois les fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de matières premières, mais aussi les fournisseurs d'ingrédients, d'emballage, l'industriel.
la supply chain amont, la supply chain aval et puis la distribution jusqu'au magasin. Donc on voit que finalement tout au long de cette chaîne, si on veut réussir en fait, ne serait-ce que sur cet enjeu premier qui est celui de la sécurité, il faut qu'on implique en fait tous les maillons avec la gestion de données qui sont colossales en fait et qu'il faut gérer. Alors en plus l'alimentation, on a vécu quelques crises, même si c'était des cas isolés, que ce soit la vache folle, les lasagnes au cheval, etc., qui ont quand même mis une pression très forte finalement sur tous les acteurs. Et puis on a aussi des attentes sociétales qui évoluent fortement, tu l'as dit, sur l'origine, sur les qualités nutritionnelles, et puis demain sur l'impact environnemental de ce que je consomme. Donc voilà un petit peu ce qu'on doit aujourd'hui adresser, aborder avec toute la gestion de ces données qui est très vaste et qui doit être faite avec l'ensemble des acteurs en collaboration. Donc là c'est absolument essentiel. Et alors, Ludovic, sur ce traitement en masse des données, quelles solutions vous travaillez? Comment les choses évoluent voilà, au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a une trajectoire, des objectifs, des outils technologiques que vous cherchez à employer pour être capable de faire ça? Une exigence aussi par rapport à vos parties prenantes, et je pense notamment dans la relation avec les fournisseurs. Il y a déjà beaucoup d'exigences sur plein de dimensions, mais cette exigence est supplémentaire, elle n'est peut-être pas facile à mettre en place. Voilà, comment un distributeur arrive à faire ça? Et puis je voulais vous faire réagir aussi sur l'enjeu de la responsabilité, et puis peut-être aussi que Nicolas y réponde, une sorte de co-responsabilité qui existe aujourd'hui dans la législation entre celui qui est le producteur et celui qui va fournir cette information au consommateur final. Alors, je vais commencer plutôt par cette première partie parce qu'effectivement, en tant que distributeur, on va plutôt dire sur la partie Internet, puisque quand vous allez dans un magasin, le produit que vous avez, vous achetez, l'information, elle est sur le packaging et donc le consommateur achète le produit qu'il voit sur les informations sont directement sur le packaging. Quand on vend par Internet, la difficulté, c'est qu'en tant que, on va dire, plateforme d'information, on est responsable en tant qu'hébergeur de l'information et on est responsable de l'information que l'on transmet avant l'acte d'achat. Donc ça peut être tout aussi bien la composition du produit. Alors on va dire qu'il y a peu de risques, mais dès qu'on commence à rentrer sur les problématiques liées à la sécurité produit, on va aller sur les allergènes. Un allergène qui n'est pas présenté sur un site internet par exemple, vous allez me dire oui, mais quand le consommateur va recevoir le produit, potentiellement, il va regarder sa petite boîte de conserve. Eh ben, il ne faut pas croire. En général, il ne regarde pas sa petite boîte de conserve. Il fait plutôt allusion à se dire « Tiens, j'ai acheté sur tel site, et donc je fais confiance au site, et donc par conséquence, ce que j'ai dans la petite boîte de conserve, je ne l'ai pas ou j'ai pas d'allergène. » Or, ce n'est pas vrai. Parce que la difficulté, et comme on le disait tout à l'heure, c'est la volumétrie. Donc, la nécessité aujourd'hui, elle est vraiment dans la collaboration entre les industriels et les distributeurs sur la fiabilité, et je reviens sur ce point-là, de la fiabilité de l'information. La capacité aujourd'hui, c'est de mettre en place des outils à l'arrivée des produits en centrale, pour pouvoir analyser est-ce que l'étiquetage du produit que j'ai fait, il est bien le bon, de s'assurer via des bases de données standards que le produit existe, qu'il ait bien la bonne composition, etc., etc. Mais c'est tout cet enjeu de comment j'arrive à transmettre. On n'est pas parfait, il faut être très clair. Je pense que celui qui arrivera à dire que toutes les informations qui sont mises à disposition sur tous les sites internet sont parfaites, c'est très bien. Maintenant, il y a des outils qui arrivent, il y a l'IA, il y a des analyses, il y a les standards. C'est pour ça nous, en tant que distributeurs, on participe aussi à la standardisation des informations entre toutes les chaînes d'approvisionnement, afin qu'à la fin, on puisse avoir la bonne information. Et puis ce qu'il va y avoir, c'est qu'effectivement notre responsabilité, elle va aller demain au-delà de ça, parce qu'on va être dans la nécessité de trouver les bons clients à qui on a vendu, quel produit, pourquoi. Il y a encore beaucoup d'enjeux et dans les prochaines années, il y a encore des choses qui vont se mettre en place, comme le passeport numérique, etc. etc. Voilà, donc des enjeux de fiabilité, de collaboration pour faire en sorte que l'information elle soit bonne. Sébastien, avec vos clients, quand il s'agit de traiter cette information produit, c'est quoi un peu les étapes, je dirais les facteurs clés de succès pour vraiment éviter tu parlais tout à l'heure que c'est un processus effectivement
pas si simple, qui a l'air simple comme ça ou magique. Voilà, c'est quoi les enjeux de traitement de la donnée qui vont permettre justement de parvenir à répondre aux problématiques qui vous sont soumises par ces acteurs? Sans doute que le use case le plus facile à comprendre, c'est celui de la marketplace, qui est aujourd'hui le gros de nos clients et de notre business. La marketplace, c'est quoi? C'est un grand nombre de contributeurs à une base de données. Donc, c'est tous les vendeurs qui vont placer des produits chez vous. Ils vont contribuer à remplir votre catalogue produit. Bon, il y a des distributeurs slovaques, chinois, russes moins, qui viennent de tous les pays. Ils ne comprennent pas votre taxonomie, en fait, je vous le garantis. Et donc, la première chose à faire, c'est tous ces contributeurs, ils sont ingouvernables. Vous avez beau leur donner des règles, vous avez beau leur demander, etc. Ils sont par essence ingouvernables. Donc, on n'a que des contributions déstructurées. Il faut considérer qu'elles sont déstructurées. Et à la fin, on a une plateforme qui doit proposer des produits bien rangés sur des étagères, dans la bonne catégorie, avec les bons critères de filtre, avec les bons moyens de filtrer cette offre. Entre les deux, il y a besoin de ranger la chambre. Première chose, la catégorie. C'est ce que je disais, ça paraît trivial. Est-ce que le produit est rangé dans la bonne catégorie? Là, vous avez un enjeu technique. Sur quel volume de données j'entraîne mon algorithme pour reconnaître qu'une paire de baskets, ça se range dans la catégorie sneakers? Première chose. Mais vous avez aussi un enjeu de change, parce qu'il faut que chez le client, tout le monde soit d'accord pour que cette paire de baskets soit effectivement rangée dans la catégorie sneakers et pas dans la catégorie chaussures de sport. Donc il y a les deux à régler, et plus ça avance, plus je me rends compte que la technologie s'améliorant, on arrive aujourd'hui à pouvoir dire à nos clients, c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur votre taxonomie ou si vous en changez tous les 15 jours, parce qu'on arrive à être suffisamment performant de notre côté pour arriver à réentraîner rapidement les modèles de façon à s'adapter au changement inhérent à tout ce qui est humain. Donc ça a été le gros impact pour nous de l'arrivée de l'IA générative, c'était de réduire très fortement les processus d'entraînement des modèles, parce qu'on a des modèles qui ont du bon sens, qui ont du sens commun, pour arriver à avoir des IA beaucoup plus réactives aux changements qu'il y a dans votre entreprise, dans la gouvernance et dans la gouvernance des données. Alors, il y a une accélération du nombre de données. On voit qu'il y a une accélération de la compétence des acteurs à être capable de la gérer, des outils technologiques, mais il y a une dimension qu'évoquait Ludovic il y a une autre accélération, et ça Cédric va nous en parler, c'est l'accélération de la collaboration entre les acteurs, de trouver des solutions communes. Voilà, comment chez GS1, et puis aussi peut-être ces standards qui sont toujours un peu en retard d'une certaine manière en termes d'innovation technologique. Pourquoi? Parce que comme ils s'appliquent à tous, il faut pas qu'ils soient trop en pointe, parce que sinon ça laisse des gens derrière. Voilà, comment aujourd'hui les standards aussi évoluent pour répondre à ces besoins des acteurs? Je vais répondre à ça et je vais revenir sur la question de la confiance. Quand on prend la voiture, on a confiance en soi, on a confiance dans les autres parce qu'on partage un truc en commun qui est le code de la route. Et donc moi j'ai confiance quand je fais ça parce que je sais que les autres vont appliquer à peu près les mêmes règles. Les standards c'est la même chose. C'est des règles que tout le monde s'applique et ça permet à tout le monde de travailler en confiance, notamment pour collecter cette donnée. Donc je crois beaucoup dans le pouvoir de cette standardisation à créer ce lien de confiance entre acteurs qui parfois s'écharpent dans des discussions, dans des box, mais qui trouvent au moins un terrain d'entente sur cette nécessaire collaboration autour de la donnée. Et données en effet qui se complexifient parce que le moment dans lequel on entre, c'est plus uniquement des données de description, comme le disait Nicolas tout à l'heure au tout début, du produit, sa taille, son image, son poids, son prix et autres, mais il va falloir davantage décrire ce qu'il y a à l'intérieur des produits qu'on achète, les produits qu'on met dans notre corps, parce que et le consommateur et le réglementaire va regarder ça de plus près, et là on va avoir une grande difficulté, c'est que ces données-là de l'origine de ma fraise, de mon sucre, quand moi je suis industriel, je ne les maîtrise pas. Avant c'était facile, j'étais le seul à parler de ma marque, j'étais le seul à avoir les données et je pouvais communiquer, j'étais complètement le roi. Le moment dans lequel on entre, c'est qu'il va falloir qu'on rentre à l'intérieur des produits, dans le contenu des produits, et toutes ces données dynamiques qui viennent de l'amont, et bien ces données-là, elles n'existent pas dans l'entreprise, elles ne sont pas forcément standardisées dans l'amont, et encore moins dans tous les systèmes d'information. Donc c'est tout ce monde-là qu'on doit préparer chez GS1. Donc le moment dans lequel nous sommes, c'est que nous faisons venir à nous tous ces écosystèmes pour qu'ils créent les nouveaux standards de demain, leur permettant notamment de mesurer l'impact des produits, les fameuses données environnementales dont on parle, parce que le Nutri-Score, certes il évolue, mais il n'est pas obligatoire.
Demain, l'affichage environnemental sur les produits va être obligatoire sur vos produits. Et quand votre produit il aura une note environnementale supérieure à celui de son concurrent, ça va avoir un effet drastique sur vos ventes. L'exemple Yuka qu'on a tous vécu il y a quelques années, hein, ils ont même inventé le verbe Yukater qui est « je vais chercher de l'information produit sur le produit », le fameux verbe. Et donc toutes ces données-là, il va bien falloir qu'on apprenne à les collecter pour que les entreprises qui font notamment et qui ont des bonnes pratiques vertueuses, notamment avec leur amont industriel, puissent être différenciantes, être discriminées par la qualité de leur production à travers la donnée. Donc c'est ça qu'on amène chez GS1. Alors oui, le consensus, ça prend du temps, mais c'est absolument essentiel si on veut passer ça à l'échelle de la complexité des écosystèmes. Ma prochaine question, mon premier thème de question, c'est OK, on va considérer qu'on y arrive, qu'on parvient à gérer ces données en écosystème, etc. À votre sens, qu'est-ce que ça va ouvrir comme opportunité? Mais justement, j'allais renvoyer la balle à Cédric pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait arriver dans les prochaines années de mise à disposition de l'information qui va permettre peut-être aux acteurs et même aux consommateurs de consommer différemment, et quels sont les moyens qui vont s'offrir finalement à ceux qui font les choix finaux, le consommateur final, mais même aux acteurs intermédiaires. On parlait d'efficience. Qu'est-ce qui va être rendu possible demain avec la gestion de ces données? Comme on le disait précédemment, avant on achetait des produits, demain on va acheter l'information et c'est l'information qui nous dira le produit que l'on veut acheter au travers de différentes applications. On voudra acheter des produits, typiquement si je reprends mon propos d'avant, si on veut baisser notre empreinte carbone, et au passage c'est un petit peu l'avenir de tout un chacun ici autour de la table, il va falloir qu'on apprenne à acheter des produits moins impactants. Donc on va donner des grilles de lecture dans des applications et je veux acheter des produits avec une origine que je connais, Origine Info par exemple, avec des produits sourcés de façon locale et autres. Et on va donner des critères et après donc c'est tout un tas d'algorithmes qui nous présenteront les produits qui offrent les meilleures réponses à nos exigences. Et à partir de là, de constituer des recherches sur des nouvelles recettes et autres. Donc on va être dans cette logique d'inversion totale où c'est la donnée qui nous permettra d'ajuster nos choix. Et ça, d'un point de vue marketing, ça va changer évidemment beaucoup de choses. Donc, et c'est ça qu'il faut que l'on arrive à créer aussi avec les acteurs de la technologie, de rendre ça possible. Mais demain, on aura tous une application sur notre smartphone qui nous monitorera notre empreinte carbone, notre empreinte matière, en agrégeant l'ensemble de notre panier de tout ce qu'on achète chez tout le monde, et pas uniquement chez e-commerce. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à consolider à l'échelle, et s'il n'y a pas de standard, s'il n'y a pas d'IA, et s'il n'y a pas de désir commun de faire cela ensemble, on n'y arrivera pas. Alors avant de faire réagir ceux qui vont utiliser ces outils, je voulais aussi que Sébastien nous donne, ça va très vite, l'IA générative, enfin je pense que pour ceux qui suivent un peu ces technologies, je pense que tous les 2 jours, il y a un truc nouveau qui sort. Donc comment on peut imaginer que ces outils prennent suffisamment de place dans les méthodes et dans les outils des acteurs pour leur apporter effectivement un vrai changement dans la manière de manager l'information et du coup ouvrir des opportunités dans leur process, dans leur activité, dans leur business en règle générale? Alors nous, on est vraiment une machine d'arrière-cuisine, hein. Donc on prépare la donnée vraiment dans la soute. Et il y a beaucoup d'applications, il y a des applications en termes de BI, il y a des applications en termes d'analyse, de pricing, etc. Mais si je veux peut-être juste donner une vision sur les applications les plus évidentes qui sont l'expérience de vente, la vision, et je ne suis pas le seul à l'imaginer, c'est qu'on va vers un Netflix de l'alimentation où c'est quoi le supermarché aujourd'hui? Le supermarché par rapport à vos besoins à vous, c'est un chaos indescriptible. Et ce qu'aujourd'hui permet la donnée et permet les algorithmes, c'est de ranger le supermarché pour que ça devienne votre supermarché, c'est-à-dire votre écran Netflix. Votre écran Netflix que vous propose Netflix, il est pour vous, il correspond à ce que vous avez regardé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez jamais regardé. Bon, demain, on va avec des gammes qui sont toujours plus étendues, des marques toujours plus internationales, des rotations toujours plus élevées, la capacité humaine à sélectionner au milieu de ce choix-là, elle devient impossible, c'est l'algorithme qui va le faire. Donc on va vers cette mécanique de choix, d'individualisation du parcours par rapport à ses choix antérieurs, ses préférences exprimées ou non, et ça, il n'y a qu'un algorithme qui sait le faire, et un algorithme ne fonctionnera de façon fiable que s'il s'appuie sur des stocks de données structurés avec un minimum de standardisation, ou en tout cas des technologies capables d'extraire à un moment donné de l'ordre depuis ce chaos.
Alors, le diffuseur de programmes Leclerc / Netflix, comment tu vois, Ludovic, effectivement, l'impact que ça peut avoir, ces technologies, cette responsabilité, on en a parlé, mais voilà, comment ne serait-ce que le parcours client, d'une certaine manière, va évoluer au fur et à mesure où ces informations seront disponibles? En fait, on va de plus en plus vers une personnalisation et un besoin. Alors vulgairement, on appelle ça du marketing ciblé, hein. C'est-à-dire que chaque consommateur va pouvoir se dire, en fonction de ses préférences, de qu'est-ce que je vais avoir. Et en fait, tout l'avantage d'avoir de plus en plus d'informations ou autres, c'est de pouvoir présenter, diffuser des informations aux consommateurs en fonction vraiment de son besoin. C'est de se dire comment je peux mettre en avant une catégorie de produits. Alors, plutôt par rapport à une impétence environnementale, plutôt par une impétence, on va dire, familiale, etc., par rapport à ses allergies, Et tout ça, c'est vraiment, demain, entre guillemets, des sites Internet. Alors, si je reviens vraiment sur la partie Internet, des sites Internet qui sont finalement, que vous appeliez Nicolas, Ludovic, Cédric, Sébastien, Audrey, finalement, vous êtes sur le même, mais vous avez tous des écrans différents parce qu'en fait, en fonction de votre impétence, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous allez rechercher, on va vous proposer des produits différents. Mais pour vous proposer des produits différents, il faut qu'on sache comment on les fait, comment on les fabrique, d'où ils viennent, quelle est la composition. On parle de produits alimentaires. Tout ça, on le voit déjà dans les produits non alimentaires. Dans le non alimentaire, vous voyez très bien que quand vous commencez à avoir des cookies, je ne reviens pas sur comment on fait un cookies, mais les cookies, on vous présente, vous tapez, comme par hasard, vous avez Facebook, vous allez sur Facebook, d'un seul coup, on vous présente une publicité sur un voyage, alors que 30 secondes avant, vous avez été sur Google, qu'est-ce que je peux faire en Grèce? Vous voyez, donc là, on va vraiment sur cette personnalisation et vraiment l'acte d'achat par le consommateur aux besoins dont il a vraiment besoin, quoi. Alors Nicolas, quand le produit commence à l'emporter sur la marque ou comme le disait Cédric, le contenu sur le contenant, comment, quand on est fabricant, on aborde ce sujet-là, finalement, d'une contrainte presque informatique à gérer de l'information et du data management pour toucher les process, c'est un bénéfice. Voilà, comment aussi on gère cette espèce d'interaction avec le consommateur qui va finalement reposer... alors moi, j'ai coutume de dire que la marque, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que voilà, on fait confiance à la marque et on n'a pas besoin de regarder derrière. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en est d'une certaine manière quand ces caractéristiques d'un produit vont réapparaître comme un élément essentiel pour le consommateur? La marque, c'est le lien de confiance par définition. Mais effectivement, on voit bien que ce lien de confiance, il a besoin d'être approfondi puisqu'il y a des demandes de plus en plus fortes finalement pour savoir exactement comment sont composés les produits. En fait, c'est des questions qui sont assez simples d'un point de vue consommateur. C'est d'où vient ce que je mange, qu'est-ce que ça m'apporte nutritionnellement et quel est l'impact environnemental. Maintenant, la réponse, elle est beaucoup plus compliquée que la question, en fait, ou les réponses sont beaucoup plus compliquées, puisqu'effectivement, à la fois, il y a la donnée, si on revient à la donnée, dans l'entreprise, elle est partout, que ce soit les achats, que ce soit la R&D, la qualité, la supply chain, l'industrie, le marketing, le commerce. Donc, il faut arriver à, effectivement, gérer collectivement cette information, comme tu le disais, et puis savoir la traiter. On a ces attentes individuelles et il faut qu'on soit capable d'y répondre en fait. Alors la problématique qu'on a en fait, c'est qu'on va avoir en fait tout bêtement des problématiques de standards. Quand on parle origine, on voit bien qu'on n'est pas encore tout à fait calé sur c'est quoi le standard dans l'industrie sur l'origine. Pourquoi? Parce que quand on est mono-ingrédient, c'est relativement facile. Quand on est multi-ingrédient, quand c'est le cas d'une recette, c'est plus difficile. Quand on a des problématiques d'approvisionnement, soit en disponibilité ou en prix, on doit parfois, on n'a pas de tomates en France, il faut aller chercher ailleurs, sinon on arrête les lignes, on arrête la production. Donc, comment finalement, d'une donnée qui était statique, elle devient dynamique? Et comment on gère cette donnée dynamique jusqu'au consommateur? Donc ça, c'est des enjeux super importants. Et puis, une production, c'est pas dématérialisable. C'est des biens physiques. Donc ça veut dire que demain, si on veut dématérialiser cette information, il faudra bien quand même qu'il y ait un lien avec le produit. Donc ça veut dire avec le packaging. Si on parle du QR code augmenté, pour que l'industrie mette en place les QR codes augmentés, donc pour gérer ces données dynamiques, il va falloir, comment dirais-je, adapter les lignes de production. Donc c'est des investissements qui sont de
voilà, de quelques centaines de milliers d'euros par ligne. Si vous avez une usine avec 10 lignes et puis vous avez 5 usines, vous voyez vite qu'on est sur des investissements de millions d'euros. Donc voilà, donc c'est tous ces enjeux-là auxquels il faut répondre, l'industrie. Il faut anticiper, évidemment, puisque la révolution, elle est en marche. Elle est en marche côté consommateur, elle est en marche côté technologie. Et tout notre enjeu, effectivement, dans cet environnement mouvant, et comme tu le disais, ça change un peu tous les jours, c'est comment, effectivement, on arrive à anticiper, à avoir des plans d'investissement sur 10 ans qui nous permettent, effectivement, de répondre à ces défis-là. Et puis après, dans le rapport, mais vous l'avez dit, le rapport, il est inversé, en fait. Avec, finalement, le digital et l'IA, on a... alors l'IA, pour moi, c'est un outil d'aide à la décision, hein, finalement, si on est assez basique. Mais effectivement, on voit bien qu'on passe d'une situation où, que ce soit le produit ou le magasin, finalement, on donnait l'information du produit dans le magasin, il suffisait de regarder le pack. Maintenant, c'est le consommateur qui, lui, va aller chercher l'information, qui va aller chercher la donnée, et il ne va pas uniquement se contenter de ce qu'il y a sur le pack. Donc, on a une inversion. L'IA va évidemment permettre en fait, aux consommateurs d'affiner en fait, cette individualisation en fait, des besoins et des attentes. Voilà. Et après, il faut voir quelle est... Alors moi, mon point, c'est un petit peu... je pense qu'il faut quand même laisser le libre arbitre en fait, aux consommateurs, parce que finalement, si on est finalement dans les outils finalement, qui drivent complètement tous les choix, on va arriver finalement à plutôt quelque chose qui va enfermer en fait, le libre arbitre plutôt que l'ouvrir, pour moi. C'est ce que je pense. Merci, merci à tous les quatre. Avant de faire réagir Audrey, voilà, donc en résumé, ce sujet de l'information produit qui, de ma perception, est pas forcément le premier sujet quand on est un fabricant de produits alimentaires ou un distributeur, mais qui monte en puissance parce qu'effectivement, un modèle où on est assisté aujourd'hui par des ordinateurs pour commander ou des téléphones, voilà, il est sûr que l'être humain sera infoutu de comptabiliser toutes les informations produits qui seront même obligatoires de lui fournir. Et il y aura forcément une intermédiation qui sera une intermédiation technologique. Et cette intermédiation technologique, je pense qu'elle reste à dessiner en passant du packaging que tout le monde connaît, que personne ne lit au passage, même s'il y a beaucoup d'obligations sur les acteurs pour mettre des choses dessus. Voilà, la réalité, c'est qu'on va monter dans un nouveau modèle qui, à mon sens, en tout cas c'est ce qui est exprimé, avec les outils technologiques, avec le fait que les acteurs collaborent ensemble sur ça, avec ces points de vue du fabricant, d'une chaîne de valeur qui est... On n'a compté que 2 aspects de la chaîne de valeur, hein, mais les fabricants ont aussi des fournisseurs. C'est toute une tannée pour essayer de remonter l'information en traçabilité sur la provenance de certains ingrédients. Et on sait que c'est des claims, si je prends l'huile de palme ou d'autres sujets qui sont très importants pour les consommateurs. Voilà, donc c'est tous ces enjeux, et c'est notamment ces enjeux qui seront évoqués lors du SIAL. Et donc Audrey, je te laisse nous conclure en nous présentant effectivement le panorama de ce qui sera évoqué lors du SIAL, et après quelques chiffres aussi sur cette quand même énorme salon qui réunit le monde de l'alimentaire. Et quand je dis le monde, c'est vraiment le monde. Oui, c'est vraiment le monde, puisque parmi ces 7500 exposants, ils viennent de 130 pays. Les visiteurs de 205 pays. Donc on s'adresse au monde. Moi, ce qui me frappe, c'est face à l'océan d'informations qui sont absolument incontournables, et face à un consommateur qui est toujours en recherche de plus de quantité, parce qu'on doit nourrir quand même à horizon 2050 10 milliards d'individus sur la planète, plus de qualité et plus de transparence. Ces enjeux, ils sont clés, et le collectif est là pour... on ne pourra y répondre que collectivement, comme tout le panel en a parlé. Donc pour ce faire, je vous invite à venir évidemment au SIAL, où on a créé 4 sommets, un sur l'Afrique qui est un petit peu en dehors des sujets là, mais sur la supply chain, sur l'IA et la deep tech, également sur la RSE, qui est un pilier au-delà de l'innovation, qui est un élément fondateur et dans l'ADN du SIAL. La RSE, c'est vraiment un domaine où on voit cette convergence, et on a conduit une étude dont je n'ai pas encore
le retour, mais sur l'open innovation, et on voit bien que tout ça va nous conduire à révolutionner les modèles, et seulement les acteurs qui sont informés sauront tirer leur épingle du jeu. Et c'est ce qu'on cherche à faire d'ailleurs au CIAL, c'est agir comme un éclaireur et donner ces informations. Donc je ne peux que vous convier au CIAL Paris du 19 au 23 octobre prochain pour découvrir ça et travailler ensemble, puisque dans ces sommets qu'on met en place, au-delà du partage et de l'information reçue, on est vraiment sur un format de conférence augmentée où on va co-construire ensemble l'avenir. Merci à tous les 5. Merci Audrey, Sébastien, Nicolas, Ludovic et Cédric. Voilà, cette session s'achève. Je vais laisser Marc, Antoine conclure définitivement. Mais merci de votre attention et puis au plaisir de vous voir au CIAL. Merci. Merci à vous tous. Merci François pour cette table ronde. On peut les applaudir très fort encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Pas de questions? Non. Est-ce que vous souhaitez prendre une question? S'il y a des questions, on a 2 minutes, on peut. Manifestement 2 minutes 30. Allez, j'arrive. Hop, il faut un micro. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde qui était très dynamique et intéressante. Je m'appelle Inès Joao, je suis facilitatrice de cohésion sociale et ma question porte sur la partie des QR codes connectés. Est-ce que c'est possible de revenir là-dessus? On a vu dans le salon qu'il y a déjà des entreprises qui proposent ces solutions. Vous avez parlé de chaînes de production qui devraient être adaptées. Quelle est la différence entre un QR code normal et un QR code connecté? Alors, c'est une excellente question et je voulais revenir également là-dessus. Donc, le point, c'est que nous allons passer du code barre au QR code dans cette logique de distribution. Le code barre, il a 50 ans. Il vient de la technologie d'IBM. C'est une technologie libre de droit que GS1 a portée à l'échelle en la standardisant. GS1 ne crée pas des technologies, il les standardise pour passer à l'échelle. Le QR code, il vient du Japon, il a 30 ans. QR code, c'est Quick Response Code. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a mis tout le langage GS1 dans ce QR code en connectant le produit avec son fameux code, son gen code, comme diraient les plus anciens. Et ça permet de connecter ce produit-là directement à Internet grâce au smartphone. Donc, c'est un peu le nouveau symbole du commerce. C'est un code barre 2.0 qui permettra de connecter le produit à Internet et à toutes les données qu'on pourra mettre derrière. Donc c'est en ça qu'on va changer ce symbole de commerce-là. Et à l'intérieur de ce QR code, qui sera donc connecté à tout un tas de données, on pourra y mettre des données nouvelles qu'on ne trouve pas aujourd'hui sous le code barre. C'est des informations comme les numéros de lot ou les DLC. Et à partir du moment où vous pouvez mettre un numéro de lot dedans, vous pouvez discriminer la donnée qu'il y a derrière parce que le lot d'hier et le lot de demain, il ne provient pas forcément des mêmes matières. Et donc demain, son impact environnemental sera différent. C'est tout ce mouvement dans des données dynamiques, vivantes, dans lequel nous entrons, et ce QR code augmenté GS1 en sera le symbole. Et Nicolas a raison de dire que pour passer à cette ère de dynamique, il va falloir repenser ses packaging, il va falloir penser aussi sa façon d'imprimer ses codes barres sur les lignes de production. Les technologies, elles existent déjà. Sur vos boîtes de médicaments, vous regardez, ça fait 10 ans que ça existe. Donc c'est faisable. Mais il faut accompagner cette migration à l'échelle, je pense notamment aux PME, pas qu'aux grandes marques, pour permettre à tout le monde de rentrer dans cette ère nouvelle de la donnée qui ouvrira beaucoup de nouveaux use cases. Okay. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Allez-y. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, bonjour. S'il vous plaît, juste, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Juste là, j'ai mon propre entreprise exotique africain. Aujourd'hui, si on attend bio, ça vient de l'Afrique. Pardon, parlez un peu plus dans le micro, s'il vous plaît, plus proche. Merci. Si on attend bio, ça vient de l'Afrique. Moi, je suis là. Si vous pouvez m'aider à avoir des locaux dans Paris pour mettre les produits exotiques africains en valeur, ça me ferait plaisir. Plus proche, voilà, merci. Là, c'est bon, là. Voilà, proche, s'il vous plaît, merci.
encore. Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Je suis un blanc qui n'a jamais peur. Juste, c'est pour vous dire que je veux juste mettre les produits exotiques africains en valeur. Il me manque seulement des locaux commerciaux sur Paris et en France pour mettre ces produits-là en valeur, comme Auchan, comme Leclerc et tout. Si vous pouvez vraiment m'aider avec mes projets que j'ai pas beaucoup de budget, c'est pour ça que je suis passé aujourd'hui pour vous poser juste ce question. Je vous invite à venir au Cial, du coup, dans un mois. Les distributeurs, toute la chaîne de valeur de tout l'écosystème, en fait, agroalimentaire est présent, et les distributeurs, les importateurs, les grossistes, tout le monde est là, donc vous pourrez avoir un accès et trouver potentiellement votre canal de distribution au Cial. Ok, merci madame. Merci beaucoup. J'ai pas l'œil sur le timing, merci beaucoup, 40 secondes. Est-ce qu'on a une dernière question? Sur la droite. Ah, merci beaucoup. Bonjour, je travaille dans la société STEF, donc la logistique alimentaire. Je me posais la question, dans quelle mesure toutes ces problématiques de collaboration entre les industriels et les distributeurs, là, que vous avez beaucoup évoqué au niveau national, est arrivée à être partagée au niveau plus international, parce que la chaîne alimentaire, pour le coup, elle est largement internationale. Et dans quelle mesure les outils, les solutions de taxonomie, etc., peuvent être partagés plus largement? Un début de réponse, hein, tous les standards de GS1, le G c'est global. Donc par définition, même si on réunit des écosystèmes de façon locale pour organiser cette entente sur les enjeux de la donnée, tout ce que l'on produit, il est de fait global, parce qu'en effet, la donnée c'est comme le e-commerce, elle n'a pas de frontières. Donc il faut absolument qu'on pense global, mais toujours dans cette exigence d'avoir des bonnes applications en local. Et évidemment, la question de la supply chain, elle est de fait globale. Donc il faut qu'on arrive à connecter ces mondes autour de ce langage universel qui serait un langage type GS1 pour la donnée. Après, alors je vais anticiper ce qui va se passer dans 3-4 ans, mais vous avez au niveau de la Commission européenne une décision qui a été prise de mettre en place ce que l'on appelle le Digital Passport Product. Alors effectivement, qui est quelque chose qui va arriver pour les produits non alimentaires dans un premier temps, mais c'est valable pour tous les pays qui vont entrer sur le territoire européen. On parle plus simplement de la France, on parle plus du territoire européen, on parle du monde, comment il va arriver sur le territoire européen. Et ça, c'est valable. Alors, nous, en tant que, on va dire, site internet, marketplace ou autre, on est déjà confronté à ce genre de sujet, puisqu'effectivement, hein, on n'a pas de frontières. La frontière française n'existe pas, la frontière monde n'existe pas. Donc, les données, on est bien obligé de se les partager. Ce que l'on voit, c'est que, j'insiste, c'est que ces données, à la fin, c'est le consommateur qui en a besoin. Et donc, si on ne les a pas, de toute façon, si ce n'est pas chez nous, c'est chez quelqu'un d'autre qui va aller. À la fin, s'il n'est pas convaincu, il ne va pas acheter le produit. Donc, à un moment, on est tous là, excusez-moi, mais je vais être trivial, là pour faire du business. Donc, si on veut faire du business, il faut continuer, il faut anticiper les demandes, collaborer, faire en sorte que les données soient fiables pour faire en sorte qu'à la fin, on ait tous du business, quoi. Alors j'en profite parce que lors du Cial, on aura la chance d'avoir Monsieur Bertrand Bonpas de chez vous qui viendra intervenir au Summit Supply Chain sur notamment les sujets de décarbonation. Donc voilà, vous êtes bienvenus du coup pour venir avec lui. Voilà.